Il a été révélé que les Émirats arabes unis ont attaqué l'Iran, ce qui laisse présager une nouvelle grande instabilité au Moyen-Orient. On dit que les Émirats arabes unis ont attaqué l'Iran début avril. Aujourd'hui, nous allons examiner cette affaire de près. Regardons cela tout de suite. Ceux qui suivent mes vidéos le savent. Les Émirats arabes unis ont déjà mené à plusieurs reprises des frappes aériennes contre l'Iran. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais à l'époque, sans preuve claire, cela finissait souvent dans le doute. Un rapport publié le mois précédent par le Wall Street Journal a confirmé que les Émirats arabes unis ont secrètement bombardé une raffinerie iranienne. Selon ce rapport, les Émirats arabes unis ont attaqué une raffinerie iranienne sur l'île de Lavant, dans le golfe Persique, le 8 avril, alors que Donald Trump annonçait une trêve de 2 semaines avec l'Iran. L'attaque des Émirats arabes unis a provoqué un important incendie dans l'installation de raffinage. En conséquence, la capacité opérationnelle de la raffinerie a été en grande partie paralysée. À l'époque, l'Iran avait seulement signalé une attaque ennemie, puis a répliqué par des frappes de missiles et de drones contre les Émirats arabes unis. Selon un rapport du Wall Street Journal du mois précédent, à l'époque où les Émirats arabes unis ont lancé des frappes aériennes contre l'Iran, les États-Unis n'ont pas été dérangés par ces frappes et ont même accueilli favorablement la participation des Émirats arabes unis au combat. Les Émirats arabes unis n'ont ni confirmé ni nié ces attaques, se contentant d'éviter de prendre position. Ils se sont contentés de réaffirmer leur position habituelle selon laquelle ils se réservent le droit de riposter, y compris par des moyens militaires, en cas d'actes hostiles. En réalité, les Émirats arabes unis se trouvent eux aussi dans une situation où ils n'ont d'autre choix que d'attaquer l'Iran. L'un des pays qui a subi les plus grandes pertes lors de cette guerre au Moyen-Orient est justement les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis ont été la cible de plus de 2800 missiles et drones jusqu'à présent. Bien sûr, une grande partie a été interceptée. Ainsi, le rêve des Émirats arabes unis de devenir un pays phare en finance, tourisme et autres secteurs s'est effondré. Les Émirats arabes unis étant soudain jugés risqués géopolitiquement, de nombreux riches et entrepreneurs quittent le pays. Dubaï était jusque-là perçu comme une ville sûre, loin des conflits du Moyen-Orient. C'est parce qu'on croyait que Dubaï resterait sûr, même si des guerres éclataient dans les pays voisins. Mais cette fois, c'était différent. Des missiles et des drones ont réellement été lancés. Et même le centre financier a été attaqué. En tant qu'investisseur, il faut désormais recalculer le risque géopolitique. Il paraît donc naturel que les Émirats arabes unis, après d'importantes pertes, aient attaqué l'Iran. C'est plausible. Un point essentiel se pose ici. C'est justement le fait que la confiance envers les Émirats arabes unis a commencé à vaciller. Beaucoup de gens pensent uniquement à l'argent et à l'investissement quand ils entendent parler de marché financier. La confiance est essentielle au centre financier. Il faut que personnes et entreprises croient en la sécurité de la région pour attirer capitaux, entreprises et patrimoine. Avec la guerre au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis commencent pour la première fois à être perçus comme une zone exposée au risque de guerre. En fait, Dubaï a longtemps été une ville très particulière au sein des Émirats arabes unis. C'est parce qu'elle évoluait différemment des autres pays du Moyen-Orient, alors qu'elle se trouve en plein cœur de la région. Même lorsque des guerres éclataient et que l'instabilité politique se répétait dans les pays voisins, Dubaï avait l'image d'une ville qui restait stable. C'est pourquoi les capitaux des riches d'Europe, Russie, Chine et Inde affluaient à Dubaï, où les sociétés financières mondiales et gestionnaires d'actifs installaient leur base au Moyen-Orient. C'est parce que la charge fiscale était faible et que la sécurité était stable. Mais cette fois, la situation était complètement différente. Des missiles et des drones ont réellement été lancés, et même les environs du centre financier ont été attaqués. Après la maîtrise des attaques près du Burj Khalifa et la perturbation des vols, beaucoup ont douté pour la première fois de la sécurité à Dubaï, un changement très préjudiciable pour la ville. Le capital financier, en particulier, est extrêmement sensible au risque. Une usine peut tolérer un certain niveau de risque, mais ce n'est pas le cas des actifs financiers. Lorsque la possibilité de guerre augmente, le capital a tendance à se déplacer vers des régions plus sûres. C'est pourquoi, récemment, certains riches et entreprises cherchent à diversifier leurs actifs vers d'autres centres financiers, comme Singapour ou Londres. Le problème, c'est qu'une fois que cette perception s'installe, elle ne disparaît pas facilement. Même après la guerre, les investisseurs tiendront probablement compte du risque iranien, de la crise du détroit d'Ormuz et des tensions au Moyen-Orient pour Dubaï. Ce qui vacille actuellement, ce n'est pas seulement quelques bâtiments ou le tourisme, mais l'image même de Dubaï, bâti en tant que centre financier mondial sûr, qui est ébranlé. C'est pourquoi, actuellement, les Émirats arabes unis doivent rapidement sortir de cette menace de guerre. De plus, les pays du Golfe semblent également vouloir que la guerre se poursuive. Dans cette situation, il y a une forte tendance à ne pas vouloir arrêter la guerre. En particulier, il était rapporté que les Émirats arabes unis sont très méfiants à l'idée d'un cessez-le-feu précipité. La raison en est très concrète.
Si la guerre devait se terminer dans la situation actuelle, il y a de fortes chances que l'influence réelle et le contrôle du détroit d'Ormuz penchent davantage du côté de l'Iran. Le détroit d'Ormuz est comme une bouée de sauvetage pour les pays du Golfe. Des pays producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et le Qatar exportent leur pétrole et leur GNL dans le monde entier par ce détroit. A l'inverse, une grande partie de la nourriture, des biens de consommation et des matériaux industriels arrivent également par cette route maritime. Mais si l'Iran parvient à obtenir une supériorité militaire ou à exercer une influence continue près du détroit, les pays du Golfe devront gérer toutes leurs opérations maritimes en devant constamment ménager l'Iran. Même aujourd'hui, l'Iran a déjà montré qu'il pouvait, s'il le voulait, menacer les navires marchands, lancer des drones et évoquer les dangers de la route pour déstabiliser l'ensemble du marché du transport maritime. En réalité, les primes d'assurance maritime ont récemment grimpé en flèche et certaines compagnies de transport maritime ont commencé à ajuster leurs itinéraires. Du point de vue des pays du Golfe, cela est perçu comme un signe extrêmement inquiétant. La guerre pourrait se terminer alors que l'influence de l'Iran ne ferait que croître. Les Émirats Arabes Unis sont surtout axés sur le tourisme, la finance et la logistique. Le port et l'aéroport de Dubaï sont essentiels à la logistique au Moyen-Orient. Une pression iranienne sur le détroit d'Ormuz augmenterait probablement les coûts, les primes d'assurance et les risques d'investissement. La compétitivité de Dubaï pourrait ainsi être menacée. C'est pourquoi, selon certaines analyses, les pays du Golfe privilégient l'affaiblissement de l'Iran à un simple cessez-le-feu. En effet, si la guerre se termine alors que l'Iran conserve sa capacité actuelle de pression militaire, l'ensemble des pays du Golfe pourraient devoir vivre sous la menace iranienne pendant plusieurs années. Ainsi, les Émirats Arabes Unis et certains pays du Golfe espèrent voir les États-Unis et Israël agir plus fermement. Dans cette situation, les États-Unis semblent donc montrer la possibilité de reprendre des actions militaires. Le président américain, Donald Trump, souhaitait initialement régler la question dans les grandes lignes avant sa visite en Chine. Cependant, les fortes divergences entre les États-Unis et l'Iran menacent les négociations de paix et font craindre une reprise des actions militaires contre l'Iran. Le président Trump, lors d'une rencontre avec des journalistes le 11 mai, a été interrogé sur la situation de cessez-le-feu avec l'Iran, et il a déclaré que c'était incroyablement fragile et au plus bas. Il a ajouté que le cessez-le-feu était maintenu artificiellement en vie, comparant cela à un médecin annonçant 1% de chance de survie. Le président Trump a qualifié la proposition de fin de guerre de l'Iran de déchet et a vivement critiqué le comportement iranien. Selon Fox News, Trump a affirmé que l'escorte de navires par l'armée américaine dans le détroit d'Ormuz ne serait qu'un petit élément d'une opération militaire plus vaste. La décision finale n'est cependant pas encore prise. Il agite la menace d'une reprise des opérations militaires, accentuant la pression sur l'Iran. Dans la situation actuelle, les négociations entre les États-Unis et l'Iran restent dans l'impasse. Aucun des deux camps ne semble vouloir reculer. On peut dire qu'en réalité, les deux parties sont engagées dans un véritable jeu du poulet. Plus cette confrontation dure, plus ses répercussions s'étendent vite au-delà du Moyen-Orient. En particulier, comme le détroit d'Ormuz continue d'être attaqué et que la tension persiste, les pays qui importent du pétrole brut et du gaz naturel commencent à subir des répercussions directes. L'un des exemples les plus représentatifs est l'Inde. L'Inde importe actuellement près de 90% de son pétrole brut et gaz naturel. Un tiers des importations vient du Golfe, mais l'instabilité du détroit d'Ormuz rend l'approvisionnement énergétique incertain. Sur le marché, on craint qu'un prix du pétrole supérieur à 87 $ le baril jusqu'à fin d'année n'entraîne pour l'Inde un déficit du compte courant, proche de 2% du PIB. Cela signifie qu'il pourrait presque doubler par rapport à l'an dernier. Le marché financier vacille rapidement et plus de 30 000 milliards de won ont récemment quitté la bourse indienne. C'est le montant mensuel le plus élevé jamais enregistré. Les investisseurs étrangers, inquiets, ont commencé à retirer leurs fonds. Le gouvernement indien essaie de stabiliser le taux de change et le marché, mais la situation demeure difficile. En plus de la fuite des capitaux, on constate aussi des pénuries d'énergie. Dans certaines régions, l'approvisionnement en énergie n'est pas assuré, ce qui a conduit certains restaurants à fermer leurs portes. Le gouvernement a même demandé à la population de réduire l'utilisation inutile de gaz. La hausse des prix de l'énergie affecte l'économie réelle. Mais la Corée du Sud résiste grâce à ses stocks de réserve et à une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, si d'autres pays dans le monde commencent à vaciller les uns après les autres, il sera difficile de considérer la Corée du Sud comme étant en sécurité. L'économie mondiale étant interconnectée, la chute d'un pays peut rapidement affecter d'autres nations. C'est pourquoi on estime également que la guerre qui a éclaté au Moyen-Orient pourrait avoir des répercussions dans le monde entier. Le détroit de Hormuz est toujours bloqué, et il n'y a aucun signe d'une résolution rapide.